Merci d'être avec nous pour démarrer ce tout nouveau numéro de l'émission École guinéenne en notre compagnie. En Guinée, la crise de liquidité qui touche les régimes financiers impacte le quotidien des Guinéens. À l'université Roi Mohamed VI, un expert en économie politique a animé une rencontre sur les problématiques liées à la croissance économique ayant marqué l'évolution de la Guinée de 1985 à nos jours. Le temps fort de cette rencontre, c'est maintenant. À l'université Roi Mohamed VI, étudiants et enseignants ont pris part à une conférence consacrée aux crises économiques et financières ayant marqué la Guinée depuis 1985. Entre réforme monétaire, crise de liquidité et perspectives de croissance économique, cette rencontre a permis d'éclairer plusieurs réalités qui touchent aujourd'hui le quotidien des citoyens. Direction la salle de conférence où se déroule cette rencontre consacrée à la crise de liquidité en Guinée. Devant les étudiants attentifs, l'expert en économie politique introduit la première partie de son exposé axé sur le tableau monétaire illustratif de la crise de liquidité en Guinée. Sous le premier régime, c'est la monnaie, le cili, qui était en cours dans ce pays. Le fonds a tout fait avec le président Sékou Touré, mais il n'a jamais voulu coopérer avec le fonds, vu les conditions que cette institution posait à la Guinée pour bénéficier de ces programmes de réforme économiques. Donc, au décès de Sékou, au changement de régime, avec le deuxième régime, le fonds est revenu proposer, n'est-ce pas, ses services. Les cadres ont conseillé au président Conté d'accepter. Donc, il était question, avec le CILI, le taux de change que l'État guinéen avait admis par rapport, n'est-ce pas, au dollar, c'était $1 contre 25 CILI. C'était ça le taux de change. Sur le marché parallèle de Makina, le même dollar coûtait 75 CILI. Alors, après que Sékou, l'État guinéen a accepté la dévaluation du CILI par rapport au franc, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le fonds a fait, le fonds monétaire? Non seulement L'intervenant revient notamment sur les réformes monétaires de 1985, marquées par la dévaluation et le passage du CILI au franc guinéen, une réforme soutenue à l'époque par le Fonds monétaire international FMI. Le CILI a été dévalué, ils ont changé les coupures, donc ils ont dévalué davantage. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris 10 billets de 500 CILI. Ils ont échangé contre un billet de 5 000. C'est 500 fois 10 est égal à 5 000. 10 billets de 100 CILI ont été échangés contre un billet de 1000 francs. 100 fois 10 est égal à 1000 francs. 10 billets de 50 CILI ont été échangés contre un billet de 500 francs. 50 fois 10 est égal à 500. 4 billets de 25 CILI contre un billet de 100 francs. 25 fois 4 est égal à 100. 5 billets de 10 CILI contre un billet de 50 francs. 10 fois 5 est égal à 50. 5 billets de 5 CILI contre un billet de 25 francs. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si avec le CILI, la masse monétaire en circulation, n'est-ce pas, était de 44 billets, désormais après le change, il n'est resté que 6 billets. Donc on a compressé la masse monétaire, on a diminué la masse monétaire. Et après avoir diminué la masse monétaire, ils ont conseillé l'État, n'est-ce pas, de dégraisser les effectifs. À travers ce tableau retraçant les difficultés monétaires connues
par la Guinée depuis l'ère du Sili. Le conférencier explique les causes profondes des difficultés financières auxquelles le pays reste confronté aujourd'hui. Est devenu dernier, le dernier est devenu premier pour maintenir les cadres qui ne comprenaient pas le jeu économique. Donc, ils ont renvoyé la plupart des meilleurs cadres du pays, le Fonds monétaire international. C'est ce qui a continué. Alors, la monnaie, vu la qualité du papier qui est utilisé pour imprimer ces biens de banque, ces biens ont fini par disparaître dans la circulation. Et ces biens ont été remplacés désormais, n'est-ce pas, par les biens de 10 000, 20 000 et 2 000. Cependant, les prix sur le marché suivent, n'est-ce pas, les valeurs faciales des biens de banque. Au fur et à mesure que l'on émet une coupure qui a une valeur faciale qui augmente, au fur et à mesure, le prix augmente. C'est pourquoi dans ce pays, de 1985 à maintenant, les prix ne font qu'augmenter. Jamais le prix d'un bien et service n'a diminué. À chaque fois que le prix augmente, il continue d'augmenter. Cela est dû, n'est-ce pas, aux valeurs, différentes valeurs faciales des numéraires imprimés sur les biens. Prenons les trois devises les plus couramment utilisées dans ce pays, le dollar, l'euro et le franc CFA. Vous ne trouverez jamais dans le dollar, parmi les biens du dollar, un bien de 10 000 francs. Ça n'existe pas. Quand vous prenez l'euro, il n'y a pas de bien de 10 000. Ça n'existe pas. C'est peut-être avec le CFA qu'on peut trouver un bien de 10 000. Et tous les autres biens sont de petites coupures et des pièces de monnaie. C'est la seule monnaie qui n'a pas de pièces. C'est ce que vous appelez, les transporteurs vous disent souvent, ah, il n'y a pas de monnaie. En fait, il n'y a pas de pièces. C'est la seule monnaie, la monnaie guinéenne, qui n'a pas de pièces. Donc, pour résoudre tous ces problèmes-là, parce que la monnaie est un problème, un des problèmes de croissance économique, parce que les problèmes de croissance... Dans cette salle, les étudiants suivent avec attention les explications de cet économiste sur une problématique qui impacte directement le quotidien des populations. Le problème de monnaie et de l'emploi découle de celle du salaire. C'est-à-dire qu'une fois que le problème de salaire est résolu, le problème de monnaie est automatiquement résolu en partie. En partie pourquoi? Parce que les valeurs faciales qui doivent être portées sur les biens de banque, les pièces de monnaie, dépendent de cette loi économique selon laquelle, dans la production, toutes les monnaies se valent. Et, n'est-ce pas, c'est dans cette structure de la production et du revenu, n'est-ce pas, que reposent les différentes valeurs faciales des biens de banque, des pièces de monnaie. Après cette première analyse monétaire, l'intervenant aborde la deuxième partie de son intervention, consacrée au processus de croissance économique et à la répartition des richesses. Réussir à résoudre ces problèmes-là, ils se négocient. C'est-à-dire que quand il s'agit du salaire, le syndicat est là pour réclamer au patronat une augmentation de salaire. Ça se négocie. C'est ce qui n'est pas normal. Pourquoi? Parce que la science, l'économie est une science et non un art. Donc on ne doit pas résoudre le problème de monnaie ou le problème de salaire ou un problème de croissance économique à travers une négociation. Quand vous prenez le cas spécifique de la Guinée, nous sommes un pays minier, couramment appelé scandale géologique. Donc, les contrats miniers, n'est-ce pas, portent essentiellement sur le salaire. Un contrat minier porte sur le salaire, le prix des matières premières brutes, n'est-ce pas, l'emploi et le partage du bénéfice. Mais vu que c'est une partie, c'est l'école capitaliste, on s'appuie sur la théorie économique libérale pour négocier. Voilà pourquoi les pays producteurs de matières premières, en particulier la Guinée, ne profitent pas, n'est-ce pas, de l'exploitation ou de la valorisation de leurs ressources naturelles. Dans un contrat minier, si nous prenons le cas de Simandou 2040, en principe, on peut avoir à hauteur de 50%. Cela dépend, n'est-ce pas, de cette structure-là. À l'aide d'un tableau explicatif et d'une démonstration illustrée par les épis de maïs, il présente le mécanisme de répartition des revenus et du capital selon une approche inspirée de la structure marxiste de production. Une manière pédagogique d'expliquer les déséquilibres économiques ainsi que les difficultés rencontrées dans les secteurs de production et du transport. Dans la salle,
les étudiants restent concentrés sur ce sujet d'actualité qui impacte directement la vie économique et sociale du pays. C'est la théorie des facteurs de production élaborée par l'économiste français Jean-Baptiste. Selon Jean-Baptiste, pour créer un produit, il faut les 3 facteurs de production. La force de travail, l'objet de travail et les moyens de travail. Cette théorie, elle est de Jean-Baptiste, 1767-1832. Jean-Baptiste était un économiste français. C'est lui qui a élaboré cette théorie des facteurs de production à partir de laquelle l'économie est devenue une science. Pourquoi? Parce que qui dit économie dit bénéfice. Au XIe siècle déjà, on s'est posé la question de savoir où se réalise le bénéfice. Après avoir longtemps cherché la réponse à la question, on s'est dit que le bénéfice se réalise dans la sphère de la circulation des marchandises. Il est égal, le bénéfice, au prix de vente, moins le prix de revient. Prix de vente moins le prix de revient. Le prix de revient est égal au prix d'achat plus les frais accessoires d'achat. Ça, c'était au XIe siècle. C'est au XVIIIe siècle que Jean-Baptiste s'est élevé contre cette manière de trouver l'origine du bénéfice. Il dit qu'avant que le produit, la marchandise, ne soit sur le marché, il a fallu d'abord que cette marchandise-là soit produite dans l'unité de production. Et pour produire, il faut la présence des 3 facteurs de production: les travailleurs, la matière première et les moyens de travail. Il dit, en l'absence d'un des facteurs, lorsqu'un des facteurs de production fait défaut, il n'y a pas de création de produit. C'est-à-dire, la force de travail et l'objet de travail, sans les moyens de travail, il n'y a pas de création de produit. L'objet de travail et les moyens de travail, sans la force de travail, il n'y a pas de création de produit. Pour qu'il y ait création de produit, il faut forcément la présence des 3 facteurs de production. Donc c'est à partir de cette théorie, n'est-ce pas, que l'économie est devenue une science. Parce que qui dit économie, comme je viens de le dire, dit bénéfice. Donc le produit, on ajoute sur le produit, n'est-ce pas, le bénéfice. Quand l'entreprise crée le produit, elle ajoute le bénéfice, la marge bénéficiaire qui dépend de l'offre et de la demande du même produit sur le marché, et c'est ce qui est égal à la marchandise. Donc on considère que toute marchandise, n'est-ce pas, comporte 2 valeurs. La valeur d'usage du produit, c'est l'aptitude qu'a le produit d'être utile ou d'être consommé, et la valeur d'échange du produit, l'aptitude qu'a ce produit d'être échangé sur le marché. Donc c'est ce qui fait, n'est-ce pas, c'est ce qui donne la marchandise. Toute marchandise comporte 2 valeurs, la valeur d'usage et la valeur d'échange. Donc on l'appelle marchandise. Pour le comptable, le gestionnaire comptable, il parlera ici de prix de revient du produit, plus le bénéfice. C'est ce qui est égal au prix de vente. Pour l'économiste, il s'agit d'une consommation, des coûts de production, des facteurs de production, plus l'épargne, le bénéfice. C'est ce qui est égal au revenu. Donc, c'est à partir de cette théorie-là que l'économie est devenue une science. Et c'est à partir de cette théorie que naquit les 2 écoles, l'école capitaliste et l'école socialiste. Malheureusement, c'est la théorie économique du capitalisme libéral qui est en vigueur à travers le monde. Donc nous sommes dans le mode de production capitaliste. Il s'agisse de la Chine, de la Corée du Nord, de Venezuela, de la Russie, de l'Allemagne, de l'Amérique, de la Guinée, nous sommes tous dans le mode de production capitaliste. Donc, à partir de cette théorie, il y a eu la naissance des 2 écoles, des 2 théories économiques, la théorie capitaliste, n'est-ce pas, et la théorie socialiste. Donc, pour les économistes capitalistes, pour eux, l'épargne est égale à l'investissement. Ils considèrent que l'épargne est toute chose égale par ailleurs à l'investissement. Pour l'école socialiste, l'épargne
est égal à l'investissement V plus le bénéfice M. Donc voici la première différence entre les deux écoles. L'école capitaliste. Pour l'école capitaliste, n'est-ce pas, l'épargne est égale à l'investissement. Pour l'école socialiste, l'épargne est égale à l'investissement plus le bénéfice. Pourquoi? Parce que pour les économies socialistes, tout acte de l'homme vise un but économique. Donc il n'est pas question que l'entreprise produise et qu'elle vende sur le marché, que dans cette vente, on ne trouve pas le bénéfice. On ne trouve que l'investissement. Donc la part du bénéfice qui n'apparaît pas ici, c'est une part que s'accapare le propriétaire de l'entreprise au détriment des travailleurs. Donc à partir de cette différence, naquit, n'est-ce pas, les deux écoles. Maintenant, pour l'école capitaliste, le revenu, si E est égal à I, le revenu Y est égal à C plus I. Le capital se repartissant en capital fixe, en capital fixe, le capital circulant, ce sont les salaires, le salaire plus le prix des matières premières. Prix des matières premières, tandis que le capital fixe, ce sont les amortissements. Donc, pour l'école socialiste, ceci, même si c'est juste, ce n'est pas convenable. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas associer les travailleurs, le salaire des travailleurs aux matières premières. La matière première s'achète sur le marché. On ne peut pas acheter le travailleur. Donc, il n'est pas question de mettre dans le même panier, dans le même groupe, les salaires et les matières premières. Et mettre de côté l'amortissement. Donc, selon l'école capitaliste, ce sont les moyens de travail qui contribuent. Ici, nous avons les moyens de travail, parce qu'il s'agit de l'amortissement. Ici, nous avons la force de travail et l'objet de travail. Donc, le capitalisme privilégie le capital. Dans un panier, on met le capital. Dans le second panier, on met les travailleurs et la matière première. Donc, on privilégie le capital par rapport au social. On dit que la base de l'économie, c'est l'agriculture. Ils sont tous d'accord. Ils disent que la... À la fin de cette présentation, nous avons recueilli les impressions de quelques étudiants sous les principaux enseignements tirés de cette rencontre. Chaque fois, on part dans les boutiques pour demander des retraits, mais on ne trouve pas les liquidités. Partout où on part, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Deux fois même, d'autres personnes ont du mal de trouver même 50 000 francs. Et pourtant, c'est grave dans le pays. Ouais. Maintenant, ce que moi j'aimerais dire par là, parce qu'on avait entendu dire que le gouvernement veut faire sortir un billet de 50 000, mais là, ce n'est pas une bonne solution. Je préfère faire sortir des billets de 2 000, de 3 000, de 4 000, de 1 000 francs, mais pour avoir au moins des monnaies. Quand il fait sortir les billets de 50 000, il y aura l'inflation dans les marchés. Il y aura des crises, des denrées alimentaires, même les pauvres vont en souffrir. Je pense pour moi, comme l'a dit le doyen, que l'agriculture est à la base de l'économie. Donc pour moi, je pense qu'on doit beaucoup plus s'accentuer sur l'agriculture, sur la production, de cultiver ici chez nous, de s'accentuer beaucoup sur l'exportation au lieu de l'importation. Parce que lorsque nous cultivons ici nos propres produits pour exporter à l'extérieur, ça rapporte beaucoup plus que le fait d'importer. Donc pour moi, je pense qu'on doit beaucoup plus s'accentuer sur l'agriculture. Concernant la crise économique, comme l'a si bien dit, pour moi, je pense que c'est le compressement des billets en or qui est à la base. Pour moi, je pense qu'on devrait revenir en arrière avec ces billets. Et le fait de faire sortir des billets de 50 ou bien de 100, ce n'est pas la solution pour moi. Parce qu'on ne peut pas dire que les billets de 50 000, à cause d'une crise économique, de prendre une décision, une solution à court terme. Il faut regarder à long terme. À travers l'explication du doyen aujourd'hui, ça m'a permis de connaître beaucoup de choses, surtout sur l'inflation, sur les prix des produits sur le marché. Avec l'évolution de la monnaie et le changement des billets, j'ai constaté que il y a beaucoup plus d'inflation aujourd'hui parce que avec la création des
gros biens et autres, on constate que les prix évoluent avec, disons, la monnaie. Et avant, là où on était au moment de Sili et autres, c'était pas pareil parce qu'il y avait l'équivalence entre Sili et dollar. Face à cette crise de liquidité qui persiste en Guinée, l'intervenant propose plusieurs pistes de solutions. Comme je l'ai dit dans l'exposé, cela date depuis 1985. C'est la coopération avec le FMI, n'est-ce pas, qui est à la base, la cause principale, la crise de liquidité. Le change des coupures des biens du Sili au franc. Et comme je l'ai démontré ici, n'est-ce pas, en réalité, l'économie n'est pas un art. Elle s'appuie sur des lois. Donc pour émettre, n'est-ce pas, imprimer une monnaie, définir les valeurs faciales des biens de banque et pièces de monnaie, il faut s'appuyer sur la structure de la production et du revenu pour déterminer les valeurs faciales des biens de banque et pièces de monnaie. Pour mieux comprendre les impacts de cette crise sur le système économique guinéen, nous avons également rencontré un enseignant d'économie en pleine séance de cours. 1 500 000. L'écart de conversion passif qui a été enregistré, c'est combien? 300 000. Si je veux ramener le poste à sa valeur d'origine, qu'est-ce que je vais faire? Je fais la soustraction. Moins combien? 300 000. Super. Ça vous permet de ramener le poste à 1 million 500 000. D'accord. En résumé, l'écart de conversion passif lié à un compte de l'actif. Qu'est-ce que je fais? Donc, là, ça vous permet de ramener le poste à sa valeur d'origine. Pourquoi? Parce que en élaborant le bilan fonctionnel, passer du bilan comptable au bilan fonctionnel, le bilan fonctionnel est établi en valeur d'origine. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'évaluer l'effort d'investissement de l'entreprise. Pour que nous donnons un peu lié à cela, parce que nous parlons à date des opérations en monnaie étrangère qui enregistrent des écarts de conversion actifs et écarts de conversion passifs. Et nous savons que ces opérations sont liées au commerce en monnaie étrangère. Et forcément, ça impacte le quotidien, non seulement des commerçants, mais aussi ça impacte le quotidien des ménages. Vous savez que tout ce qui est lié à la monnaie, ça impacte automatiquement la population. Et à date, c'est du calvaire pour tout le monde, voilà. Mais c'est à l'État en dernier ressort de trouver des moyens et des solutions pour cela. Parce que là, par exemple, nous parlons de devises. On sait que la devise, c'est un élément qui permet à l'État de maîtriser la monnaie nationale. Lorsque, par exemple, il y a une grande quantité de monnaie guinéenne en circulation, la Banque centrale peut user, n'est-ce pas, de la devise pour récupérer la monnaie guinéenne sur le marché. Tout comme on peut aussi aller à l'inverse. Donc, c'est d'abord, moi, selon mon analyse, c'est d'abord une crise de confiance parce que on parle du fait que certains commerçants gardent une grande quantité de liquidités par dévers. Cela est dû à quoi? Parce que les gens, ils se disent que lorsque nous mettons tous nos billets dans les banques, on risque de ne pas les avoir, surtout que eux, ils doivent, n'est-ce pas, rembourser des fournisseurs qui sont à l'étranger et donc faire la monnaie en devise et rembourser les fournisseurs à l'étranger, qui peut être bien pour eux lorsque la monnaie guinéenne prend de la valeur ou bien ça diminue ou l'inverse. Et donc, c'est à la Banque centrale de prendre des mesures. Heureusement qu'il y a des mesures qui ont été annoncées par la Banque centrale, par le gouverneur de la Banque centrale, et pour amorcer un peu cette crise au fur et à mesure. Donc, c'est une crise de confiance, mais voilà, c'est à la Banque centrale de mettre les opérateurs en confiance pour que ça puisse tourner comme il le faut, à mon avis. Cette rencontre universitaire aura permis aux étudiants de mieux comprendre les réalités de la crise de liquidité en Guinée, ainsi que les enjeux liés à la croissance économique et à la gestion des ressources financières. À travers cette initiative, l'Université Roi Mohammed VI confirme sa volonté
de rapprocher les étudiants des grandes problématiques économiques et sociales du pays. Voilà, téléspectateurs, c'est tout ce qu'il fallait savoir de cette rencontre. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Merci également à toute l'équipe technique. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres découvertes.